Le plaisir est pour nous, Madame, Messieurs, de vous retrouver ce dimanche dans Info 7. Merci de votre fidélité à Congo Web Télévision. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, pour la toute première fois, nous recevons pour vous dans ce magazine le professeur Willy Mouchiké, qui est donc un cadre aujourd'hui de la FDCA du sénateur Modeste Bahati, mais il est également un ancien ministre, si je ne me trompe pas, ministre de l'énergie en République démocratique du Congo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue dans ce magazine. C'est un plaisir d'être à l'Info 7. Notre invité de ce jour est président d'un parti politique qui s'appelle Union nationale de nationalistes. Comment se porte votre parti, UNANA? Oui, l'Union nationale des nationalistes se porte à merveille. Je crois que nous sommes un des rares partis politiques implantés sur 17 provinces, dans 17 provinces parmi les 26. Mais comme vous le savez très bien, nous faisons partie de la conférence de présidents de l'AFDF allié où je siège, et la plupart de nos activités on les fait au sein de l'AFDF A, puisque nous irons aux élections comme AFDF allié et non comme UNANA. Merci, mais on a l'impression que UNANA est en train de disparaître parce que depuis un temps, les multiples sorties médiatiques du professeur Willy Mouchiké, et c'est toujours sous les labels de AFDCA, nulle part on fait mention de UNANA. Oui, il faut dire que d'abord, pour question de discipline, le président engage le parti pour éviter de double langage ou de contradictions. Je suis le premier porte-parole de notre parti, mais comme vous le savez très bien, nous voulons plus renforcer l'AFDF allié, surtout dans la stratégie de la coalition stratégique, donc l'alliance stratégique entre l'AFDF allié et l'IDPS en vue de remporter le maximum de sièges aux élections nationales, provinciales, locales et dans le scrutin de 2023 et faire gagner le chef de l'État à la magistrature suprême en 2023. Nous essayons vraiment de nous focaliser plus sur les regroupements AFDF alliés, qui est notre bébé. Même le professeur Bahati, quand vous l'entendez, il parle très peu de son parti, il parle des regroupements AFDF. Et je crois que c'est une très bonne tendance dans ce pays. On a plus de 400 partis politiques, madame. Donc on ne peut pas vivre, c'est la réalité. Aujourd'hui, les gens vont vers et la fédération de forces politiques. Vous voyez un pays comme les États-Unis. Je ne pense pas que nous avons plus de démocratie ici. Comme les États-Unis, on n'attend que deux partis. Deux partis. Oh, je vous dis, il y a beaucoup de petits partis, mais qui se retrouvent parmi, enfin, fédérés. Est-ce que vous pensez que ce sera le cas en République démocratique? Tout à fait. Et c'est l'idéal, vraiment. C'est l'idéal. Ça nous permettra aujourd'hui avoir deux regroupements politiques. Vous pensez? Mais maintenant, ce qu'il faudrait maintenant faire aujourd'hui, par exemple, moi je suis conservateur, je suis à droite. Le parti du professeur Bahati, AFDF, est à gauche. C'est un parti social-démocratie. Donc, mais nous sommes dans un même regroupement. Il faudra maintenant aujourd'hui définir la vision, avoir une vision commune du Congo de demain. Un parti comme PPRD et l'IDP, c'est presque le même projet de société. Ce sont tous des sociaux-démocrates. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à se mettre ensemble? C'est ça. Donc, à parler un même langage. Moi, sincèrement, pour moi, l'idéal serait que les partis politiques se regroupent autour des grands idéaux. Des grands idéaux autour d'une vision politique. Par exemple, moi, en tant que... Autour de même mission, même objectif. Tout à fait. Moi, par exemple, dans mon parti, nous ne voulons pas de l'État commerçant. Regardez aujourd'hui combien d'entreprises publiques nous avons. Une bonne dizaine, mais qui ne contribuent même pas à 10% au budget de l'État. Regardez le budget de l'État. Les entreprises publiques n'arrivent même pas à 10%. Heureusement, et là, c'est grave pour un pays comme la RDC. Très grave, alors que dans ces pays, nous avons des entreprises privées, comme Sycomine, c'est 6 milliards de dollars. 6 milliards. Presque le budget de la moitié du budget. Presque, de 2021, exercice 2021. Vous prenez une entreprise comme Tenke Funguru, mais 3 milliards. Ivanoï, aujourd'hui, ils vont aller même au-delà de 3 milliards. Kamoa ira même au-delà de 10 milliards de dollars. Dans le double du budget de la RDC, exercice 2021. C'est pour dire que... Très grave. C'est pourquoi je soutiens la réforme qui a été entamée par une des warriors
de ce gouvernement, à la personne de l'excellence Adel Kaïnda, puisque avec membre de votre regroupement politique. C'est une fierté pour nous, et puis les princesses comme moi. Donc, j'ai dit, il est possible. Et les 8 milliards là qu'elle a prévus dans les réformes ne sont pas prévus dans ce budget. Ce sont ces entreprises-là qui vont les financer. Parce que il faut que, vous savez, quand moi j'étais au gouvernement à l'époque de Mobutu, 80% de notre budget national était financé par une seule entreprise, la GECAMIN. Une seule entreprise. Une seule entreprise. Une seule, la GECAMIN, quand moi j'étais ministre de Mobutu à l'époque. Donc c'est pour vous dire que c'est encore possible. Imaginez-vous si aujourd'hui, la même GECAMIN là pouvait le faire. Et à part les régies financières. Donc c'est possible pour le RDC d'avoir un budget au-delà de 20 milliards de dollars. Même 30 milliards, c'est possible. C'est pourquoi nous allons... Est-ce un problème seulement de volonté? C'est question de volonté politique et de rigueur. Il faut la discipline. Donc il y a de quoi encourager le travail que fait l'IGF aujourd'hui. Tout à fait. L'IGF, c'est vraiment un héros. On pense que c'est un règlement de compte. Non, c'est un héros. Certains politiques. La fonction de l'IGF était là depuis longtemps. Comme on dit toujours chez nous en politique, c'est l'homme qui fait la fonction. Je voudrais apporter une précision, madame, que je n'ai jamais été dans les fronts communs pour le Congo, FCC ainsi. Vous étiez dans les PPRD? Je n'ai jamais été dans les PPRD. Je n'ai même pas été, jamais été dans la majorité présidentielle de l'époque. Jamais. Les gens, bon, j'étais seulement... Mais comment vous vous êtes retrouvé dans ce regroupement? Voilà, une bonne question. Je me suis retrouvé dans le gouvernement. Nous sommes allés avec les amis, les Vital Kamere, les amis Badibanga, les Lucien Boussa et consorts au dialogue de la Cité de l'Union africaine. À l'issue de ce dialogue, nous avons mis en place un gouvernement d'union nationale. Et dans ce gouvernement d'union nationale, moi j'étais dans la composante qu'on appelait les rassemblements avec Sami Badibanga. Donc je n'ai jamais été dans aucune famille politique. Mais lors du règne de Sami Badibanga, vous entendez tout le temps parler de Joseph Kabila. Bon, je l'ai parlé comme président de la République, et c'est comme aujourd'hui je parle de Félix Tshisekedi, président de la République, mais avec des éloges à cette hauteur-là? Non, pas d'éloges. C'était le président de la République, nous étions dans une coalition. Vous savez, lorsque vous êtes au gouvernement, vous la fermez. Vous devez soutenir votre gouvernement. Ah, vous la fermez. C'est ce que vous aviez fait. Les ministres ont l'obligation de réserve. Et si vous voulez l'ouvrir, vous démissionnez, vous parlez dehors. Comme là, maintenant, je peux parler aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est ce que vous aviez fait en ce temps-là. C'est un principe universel. Vous avez fermé même lorsqu'il fallait dénoncer, parce qu'il fallait... Non, on ne dénonce pas son gouvernement. Vous allez protéger votre, votre poste. Non, lorsqu'on est ministre, on ne dénonce pas son gouvernement. Vous démissionnez. C'est ce que j'ai fini par faire après. J'avais démissionné du gouvernement. Voilà, merci beaucoup, professeur Willy Michiki. Madame, messieurs, prenons le premier dossier de cette rétrospective de la semaine. Vaccination contre la Covid-19, le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre cette pandémie a prêché d'exemple. À l'instar du président de la République, le docteur Jean-Jacques Mouyembe a reçu sa première dose de vaccin AstraZeneca. Je viens d'être vacciné. Je viens de recevoir ma première piqûre avec le vaccin AstraZeneca. Franchement, je préfère cette piqûre d'AstraZeneca que les nombreuses piqûres que j'ai reçues à l'hôpital. Vous voyez? Et je me sens très bien. Il n'y a vraiment pas de problème. Et je pense que tous les Congolais, nous devons suivre l'exemple du président de la République qui s'est fait vacciner il y a une semaine et nous emboîtons les pas. Le virologue congolais en a profité pour sensibiliser sur le bien fondé de cette vaccination. Ce vaccin nous protège et protège nos amis, nos enfants et tous les membres, n'est-ce pas, des familles. Comme je l'avais dit, vous vous rappelez, le 4 avril 2021, oui, je l'avais bien dit, que pour vaincre cette pandémie, il n'y avait pas d'autre solution que le vaccin. Mais le vaccin tout seul ne peut pas, vraiment comme on dit, on ne peut pas terminer cette épidémie, cette pandémie. Nous devons toujours observer les mesures barrières.
Ici, il est noté que depuis le début de la vaccination en RDC, 78 871 personnes ont été déjà vaccinées. Les ministres des Transports, Voies de communication et des désenclavements a effectué jeudi 16 septembre une descente dans la commune de Latsele. Accompagné de son vice, Marc Ekila, et de l'équipe dirigeante de l'entreprise Transco, Chérubin Okende a fait un constat amer. 161 bus Mercedes Transco abandonnés dans 2 parcelles privées situées à la 3e rue Nouvelle Cité. Ces véhicules avaient été déplacés faute d'espace depuis l'arrivée des 440 nouveaux bus. Ils sont à ce jour dans un état déplorable. Selon la nouvelle équipe dirigeante de Transco, $1 million avait été décaissé par le gouvernement pour les réparations. Nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise. Et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire, c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. On les a même emmenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes. Mais le constat est malheureux, tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur, qui n'ont plus de pièces essentielles. Voilà pourquoi, en tant que gestionnaire, nous avons une autorité de tutelle. Nous l'avons appelé pour qu'il vienne voir le constat que nous avons fait et qu'il rapporte à qui de droit. Les ministres Chérubin Okende assimilent les sabotages de ces engins à celui de l'effort de l'État congolais. Il y a des criminels qui méritent d'être vraiment mis hors d'état de nuire à la République. Ici, nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés, pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus, mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à établir les responsabilités pour que ceux qui seront reconnus coupables, répondent de leurs actes devant les juridictions. On ne peut plus continuer à saboter l'action du gouvernement, l'action de l'État, en restant de notre côté indifférents. Donc voilà, c'est avec beaucoup d'amertume que nous venons, le vice-ministre et moi-même, de constater ce gâchis. Et en suivant les orientations du chef de l'État, nous devons tout faire pour mettre tous ceux qui nuisent à l'épanouissement de la République hors d'état de nuire. Chérubin Okende s'est ensuite rendu à la direction générale de Transco où il a visité 43 bus Mercedes réparés par les nouveaux dirigeants, dont une partie sert déjà au transport urbain. Pour finir, le ministre a procédé à la remise symbolique des tenues de travail pour les techniciens et a exhorté les agents à un travail responsable. Professeur, comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui expliquer cette découverte plus de 160 bus découverts dans une concession dans la commune de Latsele? Et là, c'est votre vice-ministre de Transport qui était avec le ministre. Ce sont eux qui ont fait ce constat-là. Oui, d'abord, il faut féliciter les warriors du gouvernement. Vous savez, le problème, c'est qu'on a constaté, surtout dans les régimes précédents, que la plupart des gros dossiers importants se traitaient dans des bureaux climatisés. Alors que nous étions très loin de la réalité certaine. Vous avez vu, la descente du ministre nous a donné des révélations, même si elles sont macabres. Mais le problème, c'est quoi? Quel est le problème? Le problème, c'est que nous devons savoir gérer. Et la gestion aujourd'hui, on ne doit pas continuer à financer des moribonds. Comme je l'ai dit ici, madame, en introduction, l'État est un mauvais commerçant. Il faudrait commencer à décharger l'État de la gestion quotidienne des affaires. L'État n'est pas outillé pour dire. Un truc comme Transco. La plupart des mandataires que vous voyez là, ici, publics, considèrent les biens de l'État comme les biens sans maître. À part les établissements publics. Ça a été également le cas avec vous lorsque vous étiez aux affaires. Je vous dis, c'est un système, madame. C'est un système. Et quand vous entrez dans le système, vous ne pouvez pas vous opposer, sinon le système vous écrase.
Ah, vous acceptez quand même de rouler dans ce système? Tout à fait, puisque c'est un système. Vous ne devez pas aller à contre-courant. Professeur, de votre état, est-ce que c'était bien de le faire vraiment? Mais c'est comme ça, moi j'ai dit que nous... Il fallait quand même, lorsque vous avez découvert que c'était comme ça, il fallait claquer la porte au lieu d'attendre, laisser passer de mois et de mois après avoir bénéficié. Là, vous venez maintenant claquer la porte. C'est comme aujourd'hui, vous êtes dans un gouvernement, vous observez d'abord, vous essayez de donner votre meilleure contribution. Et je vous dis, moi j'ai été... Vous avez essayé? Madame, moi j'ai été 8 fois remanié. Donc j'ai été 8 fois ministre de cette République. J'en connais quelque chose. S'il y a l'expertise amateur de membres du gouvernement, je crois que je suis parmi les rares. Nous ne sommes pas nombreux qui avons été 8 fois au gouvernement. Je dois vous dire une chose, madame. Lorsque vous êtes au gouvernement, d'abord les ministres que vous voyez là, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. La décision, c'est le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Mais chacun a son secteur. De la République. Chacun a son secteur, il les gère. Ce sont que déjà vous avez les programmes là qui sont en train d'appliquer. Ce n'est pas leur programme, c'est les programmes du gouvernement. Vous pouvez avoir vos innovations, vous n'allez pas vous imposer. C'est un programme du gouvernement qu'on vous impose. Mais c'est à vous, en tant que gestionnaire, vous pouvez améliorer. Mais est-ce que vous n'êtes pas souvent associé à l'élaboration de ce programme? C'est vrai que le Premier ministre amène sa vision? Non, pas du tout. C'est le président de la Constitution est claire. C'est le Premier ministre qui élabore son programme en concertation avec les chefs de l'État qui donnent de grandes orientations. Ce sont les deux. Les ministres ne sont que recrutés pour... Non, on ne vous impose pas, on vous demande de l'exécuter. On vous demande de l'exécuter. C'est pourquoi moi j'ai dit nous avons un problème. C'est pourquoi vous savez nous sommes en train de travailler dur pour que nous puissions avoir une majorité absolue demain après 2023. Pour que lorsque vous êtes dans un gouvernement, vous avez la même vision. Ceux qui sont dans ce gouvernement n'ont pas la même vision, mais c'est un gouvernement d'union nationale. Vous devez collaborer. Donc parfois, vous pouvez avoir une vision qui est différente. Parfois, c'est difficile d'avoir le même libre pour initier certaines actions. Et en plus, c'est qu'on a constaté qu'il y a eu la plupart de tous ces mandataires, par exemple, comme à la Transco, au Transco plutôt, ce sont des mandataires qui sont ici de l'ancien régime. Ils ne partagent pas la même vision que le gouvernement des Warriors aujourd'hui. C'est pourquoi il y a imminence, il y a urgence aujourd'hui qu'on puisse mettre des nouveaux mandataires qui partagent la vision de l'actuel gouvernement des Warriors. Mais à cause de la nomination de ces mandataires, parce que ça traîne, le président de la République va déjà vers ses 3 ans à la tête de la RDC, et il n'y a toujours pas des mandataires. Bon, je sais qu'il y a aujourd'hui des discussions pour mettre en place les nouveaux mandataires, d'autant plus que les mandataires, aujourd'hui, on n'est pas, vous avez vu, on a suspendu une bonne partie des mandataires. On met des intérimaires. Et le régime des intérimaires fait le pire des régimes. Puisque un intérimaire, il fait que demain, je ne serai plus là. Donc, il peut dilapider, il s'en fout. Puisque la plupart des intérimaires n'ont pas de garantie qui seront reconduits demain. D'autant plus que ce sont des regroupements politiques qui vont proposer leurs leaders. Et ce sont les partis politiques membres de l'Union sacrée. Alors, pour ce cas d'espèce, madame, puisque c'est vraiment, moi, ça m'écœure beaucoup en tant que nationaliste. Le cas de Transco. De voir le cas de Transco. Ce qu'il faudrait faire, ce bus-là, moi, je demanderais même aux ministres et aux dirigeants de Transco actuels qui font l'intérim de ne plus chercher à les récupérer. Il faudrait les mettre à la vente publique. On a vu ici, moi, plusieurs fois, j'ai acheté des biens à l'ambassade des États-Unis et d'autres ici qui organisent des ventes public. Puisque si aujourd'hui nous devrions encore débourser de l'argent pour réparer ces véhicules-là, ça nous coûterait plus cher. Mais il faut les mettre à la vente. Pour l'État congolais. Tout à fait. Il faut les mettre en vente publique, récupérer les paix qu'on paie et aujourd'hui maintenant commencer à investir dans l'outil de production. Et surtout envisager, et là je félicite Madame Adel Kaïnda, la privatisation des gestions. Un truc comme Transco, vous y mettez un privé. Vous croyez qu'un privé qui a mis son argent, il va accepter de mettre 161 bus comme ça? Non, pas du tout. Le privé ne va pas le faire parce que c'est son capital qu'il a investi. C'est pourquoi il va mettre du sérieux. Il faut travailler avec les privés. Il faut privilégier les partenariats public-privé, les PPP. C'est la meilleure façon de gérer ces genres d'entreprises qui ont un impact sur la population. Merci beaucoup, professeur. Un autre dossier dans cette rétrospective de la semaine, c'est la vaccination contre la COVID-19. Le président de la République l'a fait
Le coordonnateur de la coordination de riposte, le professeur Muyembe, vient de les faire. Est-ce que vous avez déjà pris votre vaccin? Bon, moi, je n'ai pas encore pris mon vaccin et je ne pense pas que je le prendrai. Et pourquoi? Puisque moi, je crois qu'il y a à boire et à manger dans cette affaire. Moi qui vous parle Comment ici, ça, madame. professeur? Vous savez que je ne suis pas médecin de formation, pas du tout. Mais j'ai déjà guéri 221 personnes. Vous n'êtes pas médecin, Malade. mais par quel mécanisme vous avez guéri ces personnes? Donc, je ne vais pas faire trop de publicité sur ça, mais je peux vous dire que, en tant que scientifique, je me suis rendu compte que nous, déjà ici au Congo, nous avions connu les problèmes de Covid-19 depuis longtemps, sans le savoir que c'était le Covid-19. Je peux illustrer ça juste par un petit exemple. Je crois que ça nous est tous arrivé. Il y avait parfois, vous aviez un pali compliqué, qu'on appelait malaria, compliqué. On vous perfuse, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on faisait chez nous? Moi, je suis des Goma. On faisait ce qu'on appelle mouvouké, l'inhalation. On fait l'inhalation, on prend les feuilles de manguier, d'eucalyptus, et vous inhalez seulement, et je vous dis, vous quittez là-bas, couvert, évidemment, normalement, et vous quittez là-bas guéri. Pourquoi alors? Moi, je me dis, la cause première du pali, c'est la piqûre par la moustique femelle, une femelle. C'est ça qui cause la malaria aujourd'hui. Personne n'a contesté cette thèse. Alors, expliquez-moi, cette inhalation-là, qu'on appelle mouvouké, quel rapport a-t-elle avec la piqûre de moustique? Aucune. Moi, j'ai fini par conclure que c'était effectivement le Covid-19 qu'on avait et qu'on ne savait pas qu'on soignait. C'est comme ça que je me suis basé à partir de ça pour soigner les gens. Mais aussi, je me suis dit, nous avons un variant Delta. Je m'excuse beaucoup, nous sommes sur le plateau de télévision. Quand nous étions jeunes, on a vécu quand même, hein, on a vécu. Et quand on avait une copine, et vous sortez ensemble pendant la période de fécondation, elle prenait, à l'époque, je me rappelle, ce qu'on appelait aspirine junior. Puisque aspirine junior avait un rôle important de pouvoir faire sortir le sang. Et donc, avec les variants Delta aujourd'hui, nous avons le problème de coagulation sanguine. Et justement, avec aspirine junior, notamment A81 ou A100, ça a le rôle de casser ces cailloux-là. C'est pourquoi vous avez vu beaucoup de gens ici mourir. Pourquoi même en Europe, beaucoup de gens meurent sous aspirateur, puisqu'ils ne comprennent pas que le sang est coagulé. Alors moi, je prescris à mes patients un comprimé par jour pendant 7 jours d'aspirine junior. En quelle junior. qualité vous avez fait ces prescriptions? Non, je le fais comme un tradit praticien. Donc, juste pour aider. Donc là, vous êtes en train de combattre l'initiative du gouvernement qui veut à ce que la population se fasse vacciner pour lutter contre cette pandémie. Madame, je voulais d'abord aider les téléspectateurs et les spectateurs qui nous suivent pour terminer. Et après, j'ai un traitement miracle. Je prends 1 kilo de gingembre, 1 kilo d'ail et 1 demi-kilo de citron. Vous les mélangez, vous ne mettez pas d'eau. C'est le jus là de ce produit et construit l'eau. Vous prenez une petite tasse comme ça de thé ou de café. Vous buvez ça matin, midi, soir. Je vous dis, après 24 heures, tous les symptômes de Covid-19 disparaissent. Mais il faut continuer jusqu'à 7e jour. 8e jour, vous allez faire le test, il est négatif. Je voudrais dire que nous pouvons, nous, Africains, sans aucune expérience, traiter le Covid-19. Et puis, il faut boire beaucoup d'eau, pendant même minimum 2 litres d'eau, puisqu'on perd beaucoup d'eau pendant qu'on fait la maladie. Mais après, maintenant, il faudrait aussi, 1 fois par jour, aller sous le soleil pendant 1 heure. Mais ça, c'est encore rien, madame. Mais je vous dis que la vaccination pour la communauté scientifique internationale reste la meilleure prévention. Mais moi, j'ai des gens ici qui ont été vaccinés avec 2 doses de AstraZeneca pour Kinshasa, au moins 8 amis à moi, mais qui auraient fait la maladie. Aujourd'hui, même en Europe et partout aux États-Unis, on envisage même la 3e dose. Donc c'est pourquoi moi je dis que nous devions aujourd'hui privilégier nos traitements, comme Doubaz par exemple. Là, je profite même le professeur Lembo, Lembo et d'autres chercheurs congolais qui ont fait leurs preuves. Mais nous devons, nous, aujourd'hui, encourager les traitements curatifs. Puisque le vaccin a démontré ses limites. Mais j'encourage
la communauté scientifique nous a mené vers le vaccin. Bon, malheureusement, on commence même à conditionner ça avec un passeport sanitaire aujourd'hui. Vous n'avez pas de vaccin, vous ne pouvez pas vous rendre dans certains pays. Mais donc, vous acceptez de rester en RDC, vous n'irez plus à l'extérieur. Tout à fait, je suis bien chez moi, je n'ai que la RDC malheureusement comme pays. Merci beaucoup, professeur. Vous l'aviez suivi également. Il y a le professeur Muyembe qui a trouvé un produit contre Ebola. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle de ce produit Ebanga? Oui, d'abord, je félicite le professeur Muyembe et toute son équipe, puisque vous savez, avec les conditions économiques de notre pays, c'est difficile d'encourager les recherches. Je suis chercheur moi-même. Et j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les gens comme Muyembe qui arrivent quand même à mettre à la disposition de la communauté nationale et internationale un produit qui a fait ses preuves. Vous savez que c'est avec d'ailleurs Ebanga qu'on a soigné la plupart de nos malades ici, que ce soit au Nord Kivu comme récemment à l'Équateur. Et Banga a fait ce produit. Mais le problème, c'est quoi? Vous savez que lorsque vous produisez un tel médicament, ce n'est pas vous, ce sont des industries pharmaceutiques qui ont financé ça. On a que le produit sera d'ailleurs disponible au siège de l'OMS. Oui, tout à fait, puisque c'est l'OMS qui a donné les moyens, c'est l'OMS qui va les distribuer à travers le monde. Et ici, chez nous, si on nous les donnait, nous n'avons plus au Congo des cas Ebola. Des cas d'Ebola, donc le produit ne va pas être consommé. Mais certaines personnes, dans les réseaux sociaux, j'ai suivi une discussion autour de ce produit. Certaines personnes qui soutiennent qu'il serait mieux de les mettre dans les pharmacies de la RDC pour permettre à la population d'en avoir quand même à la maison, comme on a d'autres produits préventifs que nous gardons à la maison. Est-ce que vous êtes d'avis? Bon, d'abord, il faut dire que Ebanga n'est pas préventif. Ebanga est curatif. Curatif. Ouais. Et l'OMS maintenant, qui a récupéré les produits, puisque c'est l'OMS qui a financé. L'OMS va distribuer ça dans tous les pays membres, y compris la RDC. Mais ce n'est pas à nous, d'abord, nous n'avons pas même la capacité, nous, logistique, de pouvoir distribuer ces produits-là. Et puis, il faudra les commercialiser pour que les industries pharmaceutiques et les sponsors qui ont financé de l'argent puissent les récupérer. C'est comme ça qu'on remet les produits à l'OMS et l'OMS les multiplie. Ça peut être des génériques, même d'autres pays pourraient le faire. Et maintenant, on les distribue dans les circuits sanitaires. Et nous allons retrouver les produits ici, que ceux-là ne s'inquiètent pas. Les produits seront disponibles ici, dans nos pharmacies, mais venant de l'OMS, donc de l'industrie pharmaceutique internationale. Puisque l'OMS a ses partenaires. Et ce sont ces partenaires-là qui vont les multiplier et nous renvoyer. Vous savez que même ici, nous n'avons pas la capacité de reproduire Ebanga en grande quantité. Non. Nous sommes limités. RDC est limité. Tout à fait. Vous avez parlé tantôt de la recherche en RDC. Quel est aujourd'hui l'état de lieu de la recherche en République démocratique du Congo? Bon, d'abord, nous devons d'abord déplorer ce que l'État congolais prévoit pour la recherche. Vous savez, c'est d'ailleurs la première fois avec le gouvernement de Warrior que la recherche, le budget est passé au-delà de 2%. C'est la première fois. C'était toujours moins de 1%. Par rapport à d'autres pays. Oui, parce que, vous savez, on ne peut rien faire. On ne peut pas développer un pays sans la recherche, madame. Malheureusement, ce n'est pas le cas en RDC. Oui, la recherche est les cadets de soucis de politique. Oui, maintenant, c'est pourquoi je félicite le gouvernement Sama Lukonde, puisque pour la première fois, le budget alloué à la recherche a dépassé le cap de 2%. C'est vraiment, il faut féliciter. C'est le premier pas. Puisque vous savez, tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que même la nouvelle technologie, tout ce que nous vivons, les médicaments, c'est la recherche. Donc il faudrait accorder vraiment une importance particulière à la recherche. Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier de cette rétrospective qui revient notamment sur l'ouverture de la session de septembre, une session budgétaire à la Chambre basse du Parlement. On se retrouve juste après.
Après avoir pris part à l'ouverture de la session budgétaire à la Chambre basse du Parlement, le chef du gouvernement et son équipe ont pris la direction du cabinet du speaker de l'Assemblée nationale. Jean-Michel Samalou Kondé est venu répondre à un devoir, dépôt du projet de loi budgétaire exercice 2022. Nous avons voulu respecter, prescrit de la Constitution, c'est l'article 126, qui demande au gouvernement de la République de déposer le projet de loi de finances au plus tard le 15 septembre de l'année d'avant, d'exercice budgétaire. Lorsqu'on parle des pratiques de bonne gouvernance, telles qu'il nous a été demandé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, c'est de travailler avec ces pratiques de bonne gouvernance et c'est dans ce cadre que nous respectons ce prescrit de la loi et que nous avons déposé ce texte. Occasion pour le Premier ministre de déposer d'autres documents. Nous avons profité par la même occasion pour déposer d'autres textes. Des textes d'arriérés qui auraient dû déjà être déposés plus tôt, la reddition des comptes pour l'année 2020, mais aussi la loi rectificative 2021. Car comme vous le savez, avec les efforts accrus que le gouvernement et avec tous les acteurs d'ailleurs de la classe politique et de la classe économique sont en train de fournir pour l'accroissement des recettes, nous avons particulièrement cette année des recettes qui vont dépasser les attentes budgétaires. Christophe Mbosso se réjouit de voir le gouvernement des Warriors déposer ce projet de loi dans le délai. Je suis surpris que le Premier ministre dépose le projet de loi budgétaire. Ça, je félicite Monsieur le Premier ministre et tout son gouvernement. C'est une grande première dans notre pays qu'un gouvernement dépose dans les délais requis le projet de budget. Ceci nous donne l'espoir que ce budget sera un budget d'espoir. Ici est de noter que la session de septembre à l'Assemblée nationale a comme priorité l'examen et le vote du projet de loi de finances de l'exercice 2022. C'est une plénière qui a connu la participation des membres du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. Ils sont venus solliciter des élus nationaux la prorogation de l'état de siège décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, afin de restaurer la paix dans cette partie du pays. L'objectif final de l'état de siège étant la restauration de l'autorité de l'État dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, il est impérieux au regard de la multiplicité des actions de l'ennemi et des changements de ses stratégies que les opérations de nos forces de défense et de sécurité se poursuivent. Le gouvernement de la République est plus que déterminé à mettre fin à cette situation de guerre injuste et ne ménage aucun effort. C'est ainsi qu'il met à la disposition des forces armées des moyens conséquents, tant matériels que financiers, en vue de la pacification de l'Est de notre pays. Pour autant que l'objectif n'est pas encore totalement atteint, ici est de solliciter sa prorogation. Après l'allocution de la ministre de la Justice, les élus nationaux sont passés au vote. Sur 281, 280 ont voté pour le projet de loi portant 8e prorogation de cet état de siège. Bien avant, les députés ont examiné et adopté le projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2021. Un document qui a été adopté moyennant amendement. Le projet de loi sur l'état de siège est envoyé au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Rappelons que le Parlement a autorisé sa prorogation pour des périodes successives de 15 jours, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo. $10 milliards américains, budget de la République démocratique du Congo pour l'exercice 2022. Est-ce que c'est un budget réaliste? Oui, pour la première fois, j'ai constaté qu'il est possible même de dépasser ce budget-là. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'ai eu la chance quand même de voir ce projet de budget de la loi de finances exercice 2022. J'étais impressionné d'abord par les détails qui ont été donnés. Et lorsque je regarde aujourd'hui les climats économiques de notre pays, d'abord avec l'atteinte d'une réserve aujourd'hui
qui n'a jamais été qui dépasse 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, c'est beaucoup, madame. Alors que le FCC avait laissé 1 milliard, moins d'1 milliard d'ailleurs. Moins d'1 milliard. Donc, dans peu de temps ici, donc, quand je regarde les projections, quand je regarde aujourd'hui les réformes qui sont en train d'être opérées dans les secteurs de la réforme du portefeuille de l'État, les chefs de l'État avaient déjà émis les vœux de revisiter les contrats miniers, qui sont la plupart des contrats léonais, la récupération des actifs miniers de la GECAMINE, de la Sodimico et d'autres entreprises minières de l'État. Est-ce que la RDC va y arriver? Absolument, c'est déjà même programmé au niveau du gouvernement des Warriors. Et surtout, j'insiste beaucoup, les dépassements des assignations des régies financières qui ont atteint aujourd'hui, parfois comme la DGRAD, 180%, la DGI 140, 125% et la DGDA 145%. Je me dis, c'est une lueur d'espoir que ce budget ici soit même dépassé. Soit même dépassé, puisque... Pour l'exercice 2022 ou devons attendre l'exercice 2023? Non, pour l'exercice 2022, on risque même de dépasser. Puisque lorsque vous regardez les assignations budgétaires, aujourd'hui, on arrive à les dépasser. C'est pour dire que, à supposer que je donne un cas pour les gens qui ne sont pas experts à la matière, lorsque nous disons, on attend, par exemple, 500 millions de dollars de la Direction Générale des Impôts. Et il y a des dépassements de 100%. Donc, on atteindra 1 milliard. Puisqu'on a vu déjà aujourd'hui, par exemple, je vous dis, rien que pour les mois passés, d'août, on a atteint plus de 100% dans les trois grandes régies financières, dont la DGI, la DGDA et la DGRAD. Donc ce sont des signaux aujourd'hui qui nous rassurent que demain, on pourra même aller au-delà de ce budget-là. Donc c'est vraiment pour la première fois un budget réaliste. Et le budget ici a été fait dans le contexte de la pandémie de la Covid-19. Ça aussi, c'est un problème. Si les conditions sanitaires telles que nous les constatons aujourd'hui arrivaient à s'améliorer, si cette tendance qu'on connaît aujourd'hui est maintenue, en tout cas, on ira au-delà. Moi, j'estime qu'on arriverait même, bon, je ne vais pas être un aventurier, mais à 15 milliards, vraiment, on pourra atteindre 15 milliards. Vous l'aviez dit que c'est pour la toute première fois qu'on ait ce budget en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a manqué au régime passé pour qu'il y ait quand même ce budget-là? Et surtout qu'avec le budget 2022, la RDC fait face à la Covid-19 et ses conséquences. Oui, je dois dire qu'en tant qu'ancien ministre de ce pays, et pas n'importe quel ministre une fois, mais 8 fois ministre, je peux vous dire que la question du budget, madame, c'est la volonté politique. Ce pays regorge beaucoup de ressources. Des ressources qui enrichissent d'autres pays. Malheureusement, ces ressources-là sont canalisées dans les poches des individus. Vous savez que, madame, ce pays n'a même pas besoin de la Banque mondiale. On n'a pas besoin de tous ses partenaires, BAD, Union européenne. Non, ce pays a ses ressources. Donc la RDC peut se prendre seule en charge? Seule, madame, sans aucune intervention. Il faudrait seulement bien canaliser les ressources. C'est pourquoi j'ai dit, le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui par l'IGF, c'est un travail patriotique. C'est un patriote qu'on a mis là-bas, il faut vraiment les soutenir. Mais il faudrait aussi soutenir les vraies réformes. On a eu des réformes aventurières. Les copyrights étaient là. Aventurières? Oui, les gens faisaient des réformes pour en bénéficier au finish. Ces réformes-là n'apportaient rien. J'étais impressionné dans un laps de temps lorsque j'ai vu les rapports du gouvernement par les truchements du ministère du portefeuille. Je vois la vision du Congo. Je dis, mais tout ce temps, pourquoi on ne faisait pas ça? Vous pouvez comprendre aujourd'hui, madame, une seule entreprise comme la SCTP, elle a 2 mois impayés des agents, alors que la SCTP a un patrimoine immobilier dans les 17 provinces ici, plus de 1 milliard de dollars. C'est une situation déplorable dans plusieurs entreprises. Oui, c'est question des hommes et femmes. Des arriérés, 30. Donc, on a même les médecins qui ont maintenant plus d'1 mois en grève, qui sont toujours en grève, les blouses blanches, mais également des infirmiers. Mais là, je voudrais quand même dire un petit mot, madame, placer un mot. À ce qui concerne les grèves ne nous avancent pas.
nous avons un nouveau régime en place. Pour ne pas parler de gouvernement, un nouveau régime. Un régime, c'est une vision. Donnons le temps. Dans peu de mois que les Warriors sont là, c'est depuis seulement fin avril. Mais regardez aujourd'hui les changements que nous sommes en train de voir. Alors que mais la population ne voit pas ce changement. Mais il faut la patience, madame. Nous venons de très loin. Le social reste toujours une situation qui inquiète plus d'un Congolais. On a des hausses de prix, on a des décisions qui sont également prises par-ci, par-là, par le gouvernement qui peinent à être donc respectées. Donc ça inquiète déjà la population. Oui, c'est que mes compatriotes devraient savoir, il faut la patience. Vous savez, nous venons de moins zéro. On n'a même pas encore atteint les zéros pour voir vraiment les réalisations. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous étions en deçà des zéros. Nous étions en négatif. Donc il faut la patience. On n'a même pas fait ils vont attendre jusqu'à quand, alors qu'on nous parle chaque jour qu'il y a eu des exploits. L'IGF dit, voilà, les exploits confirmés par le ministre des Finances. Finalement, la population va attendre jusqu'à quand? Justement, ce sont ces exploits-là qui nous ont amenés aujourd'hui au niveau zéro. Nous étions en négatif. Il faut que les gens comprennent bien. Nous venons de très loin. Nous étions dans un trou profond. Et aujourd'hui, madame, lorsque vous regardez aujourd'hui les paramètres économiques de notre pays, vraiment, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Qui pouvait croire qu'on pouvait arrêter un ministre dans ce pays? Un ministre même en fonction. Et c'est possible. Le directeur du cabinet du président lui-même, il est où? Au Youf. Et c'était possible. Ce sont des signaux pour dire que les choses sont en train de changer dans ce pays. Est-ce que vous êtes en train de trouver des excuses pour l'actuel régime? Mais non, mais on n'est qu'au début, madame. On n'a même pas fait une année. Et en plus, je vous dis, c'est pourquoi c'est là parfois, parce qu'on va peut-être aborder le sujet là de l'état de siège. Nous avons beaucoup de dépenses aujourd'hui engagées dans la sécurité. Et lorsqu'on aura remis la sécurité dans la partie orientale du pays, toutes ces ressources-là qui étaient aujourd'hui orientées vers le rétablissement de l'autorité de l'État vont être reconverties dans le développement. Revenons sur ce budget exercice 2022. Que doit être la priorité? Parce que la population s'impatiente et c'est un peu en défaveur du président de la République. Vous savez, la population veut voir le social sa peine, et surtout que nous sommes dans un régime qui ne cesse de brandir le peuple d'abord. Non, d'abord, il faut être réaliste aujourd'hui. On ne peut pas parler du social si on n'a pas la sécurité. Je ne crois pas que vous pouvez demander à une Quinoise ou un Quinois aujourd'hui. Les balles sont en train de crépiter partout. Il est en insécurité chez lui, on le vole, et alors qu'il a mangé. Non, je crois que la priorité aujourd'hui reste le rétablissement de l'autorité de l'État. C'est notre priorité à nous tous. Puisque dans un pays où il n'y a pas de sécurité, où il n'y a pas de stabilité politique, on ne peut pas aujourd'hui parler du développement, encore moins du social. La deuxième priorité, c'est le social. Nous voulons améliorer les conditions humaines des Congolais. Donc, et quand vous regardez le budget ici, c'est la première fois d'ailleurs que je vois un projet de budget qui a donné une part vraiment de lion au social. Une part de lion. Une part de lion au social. En tout cas, les social dans ce budget ici, c'est plus de 60%. La population peut faire un ouf de soulagement. Nous pouvons vraiment espérer. Et vous savez que c'est pourquoi j'interpelle l'autorité budgétaire. Puisqu'en fait, ça c'est un projet de budget. Mais l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Je pense que, puisqu'il y a eu déjà au niveau du Sénat plusieurs séances de travail, dans le sens d'améliorer le budget, je crois que le Parlement pourrait encore améliorer ce budget pour qu'on atteigne même 11 milliards de dollars. C'est possible. État de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par le président de la République. Des voix s'élèvent pour demander la levée de cet état de siège parce que ces personnes, certains politiques estiment que l'état de siège a démontré ses limites. Madame, je vais aller droit au but pour vous dire que tous ceux-là qui demandent aujourd'hui l'arrêt de l'état de siège, ce sont des collabos. Ce sont des collabos, des antipatries. Je m'excuse très bien. Je peux les démontrer ici en Comment ça? Comment ça? Madame, vous savez qu'aujourd'hui, la question... Moi, je suis de là. Je suis de là, de la partie orientale de la République. Et je suis expert de la question de la région des Grands Lacs.
Je sais de quoi je parle. Il y a des choses évidemment que je ne peux pas dire ici sur les plateaux de la télévision. Mais je vous dis, la situation est compliquée, madame. Lorsque vous regardez aujourd'hui, la meilleure armée du monde vient de faire 20 ans en Afghanistan. Elle a été incapable d'en découdre avec les talibans. Et le gouvernement américain dit, nous partons, nous vous laissons là-bas. La meilleure armée, 20 ans. Nous, ici, à l'état de siège, on n'a même pas fait 4 mois. C'est à peine qu'on a commencé. Alors que dans la stratégie militaire, lorsqu'on fait un plan de guerre, les 4 mois que nous venons de faire là-bas, c'est le temps juste de faire ce qu'on appelle la fouille, le déploiement des troupes, la logistique, mettre en place les moyens de communication. C'est encore rien. Mais quand vous regardez aujourd'hui ce que nous venons de faire dans ma province du Nord Kivu, 82% des groupes armés ont déposé les armes. Les groupes armés nationaux. En Ituri, 64%. C'est déjà énorme. Il y a des coins comme Mbenimbao. Mais il ne cesse de déposer. Là où c'est inquiétant, on ne cesse d'enregistrer des morts. Mais justement, la guerre que nous menons aujourd'hui, madame, ce n'est pas seulement une guerre asymétrique, c'est aussi une guerre psychologique. Et c'est comme ça que je demande au Parlement, notamment à la Chambre basse, de voter les projets de loi d'habilitation. Puisque le fait que ce projet de loi a déjà été voté en première lecture dans la Chambre haute des sages, il faut que ce soit. Pourquoi? Puisque le fait de voter les projets de loi d'habilitation, en donnant les mains libres au gouvernement d'agir, ça va avoir un effet de découragement aux groupes armés qui financent aujourd'hui certains. Je vous dis, il y a, vous savez, cette affaire des groupes armés, c'est du business. Savez-vous qu'il y a... Ces personnes il semblerait que ces personnes sont connues. Mais justement, je vous dis, c'est du business. Savez-vous que... Mais pourquoi l'État ne met pas directement la main sur ces personnes? Mais justement, je vous dis, ça prend du temps. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup de personnes qui sont arrêtées à l'Est. Peut-être on n'a pas les moyens dans les médias. Moi, je connais, il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés. Mais c'est un circuit, c'est un système. Mais ce système-là a des ramifications jusqu'à Kinshasa. Vous savez que les rançons seulement, dans le Nord Kivu et l'Ituri, rapportent 200 à 300 millions de dollars. Les gens ne parlaient pas. Moi-même. Professeur, vous connaissez ces personnes. Mais je vous dis, mais moi-même, dans ma famille, j'en ai qui ont été et on ne parlait pas. Parce que si vous parlez, on vous tue. On vous tue. Il y a des familles qui ont vendu des biens, des maisons, des plantations, je connais, pour juste libérer les leurs. Alors, ces rançons-là, qu'est-ce que vous allez faire avec 200 millions, 300 millions de dollars en Ituri, au Nord Kivu, dans la brousse là-bas? C'est l'argent qui construit toutes ces maisons, qui pilent ici à Kinshasa, à Goma, un peu partout, à Bukavu, à Kisangani, et même dans les pays voisins. Alors, lorsque ces gens-là, ce business-là est étouffé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce sont eux qui sont en train aujourd'hui de courtiser, de corrompre même les députés, les sénateurs, pour qu'ils puissent mettre fin à l'état de siège. La vente de munitions et des armes, vous savez combien ça rapporte? Moi, j'ai été dirigeant de l'entité Maïmaï à 1+4. J'ai été avec les Maïmaï, je sais de quoi je parle, madame. Des opérations, de fausses opérations militaires que l'armée organisait pour vendre des munitions et armes aux groupes armés. Le Sénat a déjà voté pour le projet de loi de réhabilitation, selon d'habilitation. D'habilitation, selon vous. Qu'est-ce qui cache la position aujourd'hui de la Chambre basse du Parlement qui n'avait pas voulu statuer? Très bonne question, madame. Moi-même, en tant que membre de l'Union sacrée, et surtout, on m'appelle les Jean-Baptiste, parce que c'est moi qui avais en fait annoncé les tsunamis qui allaient emporter la coalition FC4. Oui. Donc, moi, l'Union sacrée, c'est mon bébé. Et j'ai parlé avec beaucoup de députés, et tous, à l'unanimité, ils disent qu'ils n'ont pas confiance au chef de l'État, ils n'ont pas confiance au gouvernement. Mais moi, c'est très grave. Les députés, alors qu'ils sont majoritairement justement, moi, j'ai dit, vous voulez une chose et son contraire. Pourquoi vous devriez, vous soutenez la vision de quelqu'un et vous prétendez aujourd'hui ne pas votre confiance? C'est que ceux qui disent que l'Union sacrée, c'est une cachette pour non, madame, nous devons nettoyer l'Union sacrée. Nous devons la purger. Puisque il y a des gens aujourd'hui dans l'Union sacrée qui n'ont pas compris notre vision, qui sont là seulement, et je crois qu'il y a urgence. Pourquoi le sénateur et professeur Bahati Modeste, en tant que, puisqu'il est encore jusqu'à aujourd'hui informateur, il n'a jamais rendu le rapport final au chef de l'État, il est en train de travailler pour aujourd'hui mettre en place une charte à l'Union sacrée. On ne peut pas adhérer à une vision comme ça, il faut que nous ayons quelque chose auquel les gens, à laquelle les gens croient. À venir.
Mais justement, puisqu'il y a des blocages, puisqu'il y a des gens qui utilisent l'union sacrée comme juste un tremplin pour accéder au pouvoir, mais qui ne partagent pas la vision du chef de l'État tel qu'elle est dictée dans son discours magistral du 6 décembre de l'année passée. Madame, Messieurs, prenons à présent ce dossier, prenons ce dossier et on se retrouve après pour décortiquer l'actualité avec notre invité. C'est à l'aéroport international de la Loanon à Lubumbashi ce jeudi que l'on a vu le président de la République descendre de l'avion de la compagnie CAA qu'il avait choisi pour partager ce vol commercial avec plusieurs autres passagers anonymes. Au pied de cet appareil, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jackie Aboula, le premier ministre Samalou Kondé et le directeur de cabinet de chef de l'État, Guilain Nyembo, et plusieurs membres du gouvernement, tous venus accueillir le premier citoyen. Félix Tshisekedi s'est rendu au siège de l'Assemblée provinciale transformé en funérarium pour un hommage national à Gabriel Kyungwa Kumwanza, décédé au mois d'août. Le chef de l'État s'est incliné devant la dépouille mortelle et déposé sa gerbe de fleurs. Gabriel Kyungwa Kumwanza fait partie de 13 parlementaires aux côtés du patriarche Étienne Tshisekedi qui avait adressé une lettre au maréchal Mobutu pour dénoncer les dérives dictatoriales et exiger l'ouverture démocratique. Constant dans sa lutte, Baba Kyungu a combattu tous les régimes dictatoriaux de ce pays avec l'UNAFEC, son parti politique. Président du conseil d'administration de la SNCC, comme l'avait souhaité sa famille biologique et sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi, Gabriel Kyungu est inhumé au mausolée de Kiambi. Baba Kyungu est décédé à 82 ans et fut l'un des piliers du régime du président Tshisekedi. 16 septembre, date choisie pour la célébration de la Journée internationale de l'identité par les institutions internationales et regroupements régionaux sous l'initiative de Identification for Africa. Ce plaidoyer a le soutien du gouvernement de la République démocratique du Congo. Instruit par le président de la République, le gouvernement a mis en place une commission interministérielle chargée de l'élaboration de la feuille de route des opérations d'identification de la population, de l'enrôlement des électeurs et du deuxième recensement de la population et de l'habitat. Ces travaux en commission ont abouti à l'élaboration d'un cahier de charges des opérations d'identification de la population qui sera rendu public. La consécration de la date du 16 septembre comme journée internationale de l'identité reste une fois de plus une initiative soutenue par le gouvernement de la République. Pour le directeur de l'ONIP, il est important que la RDC soutienne le plaidoyer des Nations Unies. Près de 100 millions de Congolais ne possèdent pas en réalité une identité légale. Ces personnes naissent, vivent et meurent sans laisser de traces dans un quelconque registre officiel. Il n'y existe aucun système complet en matière d'enregistrement de la population et de gestion du service de l'état civil. Tout en promettant son soutien à l'ONIP, le patron de l'Intérieur rassure que les opérations d'identification de la population congolaise débutent dans un bref délai. Rappelant qu'avant cette manifestation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a, au nom du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, donné le go du colloque international sur la présidence congolaise de l'Union africaine. Assise de 2 jours, organisée par le Collège de hautes études de stratégie et défense. C'est parti pour une nouvelle ère, nouvelle perspective au sein de l'Union pour le renouveau républicain. Le parti marchera désormais sur les pas de Georges Mukuna, nouvelle autorité morale de cette formation politique. Il a été officiellement présenté le vendredi 17 septembre lors du Conseil national, tenu à Kinshasa, et ce, 2 mois après le décès du président national Timbombo Mukuna et du vice-président Kitenge Yezu. Paul Lohalo, secrétaire général du parti, revient ici sur les attributions de ce nouveau cadre de l'Union pour le renouveau républicain. L'autorité morale est le gardien du temple URR. Elle veille à la bonne marche du parti
et accepte par conséquent de porter une part du poids financier du parti. L'autorité morale est un garde-fou contre les risques de dérapage politique et idéologique au sein de notre parti. Elle veille à l'organisation du Congrès. Georges Mukuna a promis de préserver l'idéologie et les acquis du parti. Il était un devoir citoyen, un devoir, je dirais, vis-à-vis de ces deux patriarches, un devoir vis-à-vis de moi-même, de dire que non, il faut absolument qu'on s'implique pour sauvegarder le parti et continuer la vision et pourquoi pas porter encore avec, grâce à la collaboration d'un chacun de vous, le porter le plus haut et le plus loin possible. S'agissant des nouvelles de cette formation politique, le secrétaire général a annoncé la tenue du congrès dans les jours à venir, assises qui permettront aux congressistes d'élire leur président. Le président de la République séjourne juste à séjour dans la ville, la province que préfère, dans le Haut-Katanga à Lubumbashi, où il a participé aux obsèques de Gabriel Kyungu Akumwanza, qui était le représentant de l'Union sacrée de la nation. Professeur, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que l'Union sacrée a perdu le Katanga? Non, l'Union sacrée n'a pas perdu les Katanga, d'autant plus que nous avons d'autres petits babas qui sont encore là-bas. Hein. Mais ce que je voudrais dire que vraiment, Kyungu Akumwanza était le pilier. C'était le pilier de l'Union sacrée. Et vous savez, bon, moi, j'aime bien mes frères katangais, mais il y a eu toujours des velléités sécessionnistes dans la plupart des katangais. Et Baba Kyungu... Est-ce que vous avez seulement honte de reconnaître que l'Union sacrée a perdu le Katanga? Non, l'Union sacrée n'a pas perdu le Katanga, puisque nous en avons encore d'autres. Il n'y a pas que Baba Kyungu. À la taille de Kyungu. C'est vrai que Kyungu était un monument, mais je vous dis qu'il y a d'autres petits Baba qui sont là et qui vont... reprendre les relais carrément, mais c'est vrai qu'aujourd'hui son absence, vous savez, c'était chaque fois qu'il y avait, surtout pendant la coalition FCC Cash, et le président Kyungu a joué un rôle de premier rang, de contrepoids pour non seulement pour l'Union sacrée, mais surtout pour maintenir les Katanga dans la RDC, puisqu'il y avait encore des gens qui rêvaient d'une éventuelle sécession, les velléités, comme je le disais, des années 63, il y avait encore des gens qui croyaient que c'était encore possible de rééditer, ce que, pas 63, mais 61, 60, ce que nous avons connu à l'accession du pays à l'indépendance. Mais aujourd'hui, Kyungu est parmi ces gens. Et Kyungu ne le fait pas seulement puisqu'il aimait Tshisekedi, non, Kyungu le fait puisque Kyungu c'est un révolutionnaire. Vous savez, comme on l'a dit, moi je l'ai connu, je suis cofondateur de l'IDPS. Kyungu, il est l'un des pionniers, les 13 parlementaires qui avaient à l'époque écrit la lettre de 52 pages. Ce n'était pas facile et Kyungu, toute sa vie politique, ce n'était qu'un guerrier, un baroudi. Il a eu évidemment... C'était vraiment un poids lourd hein, pour... C'était un poids lourd de la politique congolaise et du Katanga en particulier. Il a connu aussi, à un moment donné, une traversée du désert, mais regardez, à son âge, Kyungu, à son âge, il tenait toujours bon. D'ailleurs, moi, quand on m'a dit qu'il était malade, je l'ai appelé plusieurs fois, le téléphone sonnait dans le vide, parce que je voulais vraiment, je ne croyais pas que Kyungu pouvait même tomber malade. Alors qu'aujourd'hui, là, Moïse Katumbi est plébiscité candidat président aux prochaines élections, donc les élections de 2023, vous n'aviez pas peur que le Katanga puisse enfin revenir totalement, parce que c'était un peu départagé, bien que Moïse Katumbi est avec vous dans l'Union sacrée. Aujourd'hui, il n'y a pas cette crainte-là que Katumbi récupère ce coin du pays. Non, c'est-à-dire qu'il faut dire d'abord qu'il y a beaucoup de réalités au Katanga. Moïse est incontournable, c'est vrai, au Katanga, il pèse au Katanga. Mais attention, il y a d'autres dirigeants qui ne sont même pas katangais, mais dont leur organisation politique pèse beaucoup. Il y a beaucoup de Katangais, je peux vous dire, par exemple, un regroupement comme AFDC Allié a beaucoup de députés provinciaux
et nationaux, et même des sénateurs, ici, de l'ex-Grand Katanga. Donc il y a des réalités parfois que les gens, évidemment, je peux dire qu'aux élections passées, Moïse n'était pas là. Bon, c'est vrai qu'on va apprécier, mais je vous dis, il y a un type de leadership nouveau qui émerge au Katanga. Membre de l'Union Sacrée. De l'Union Sacrée. Qui va de l'autre côté déjà, qui est déjà plébiscité candidat président. Non, d'abord je dois dire ici que lorsqu'on dit que Moïse est candidat, moi je n'ai jamais entendu Moïse dire qu'il est candidat lui-même. C'est vrai, dans les... Ce sont ses proches qui le disent. Ce sont ses proches qui le disent de lui-même. De la République. Oui, de lui-même, Moïse. Des voix de confiance de Moïse Katumbi. Bon, de lui-même, il a même un porte-parole. Je peux dire même sur des cabinets. Et Olivier Kamitatou, que je salue en passant, n'a jamais dit tout haut que Moïse serait candidat aux élections de 2023. Les élections passées, Moïse était candidat. Il a même voulu déposer sa candidature. Mais vous savez, le régime de Kabila, ce que nous tous nous avons connu, on l'a mis de côté. Mais moi, ce que je veux dire, qu'aujourd'hui, Moïse est avec nous à l'Union Sacrée. En tout cas... Malgré ces différentes sorties médiatiques, des déclarations qui vont parfois à l'encontre de la vision de l'Union Sacrée. Non, au contraire, nous voulons une autocritique au sein même de l'Union Sacrée. On dit le linge ça se lave en famille, oui, mais ce n'est pas le cas. Lorsque c'est public, on sait comprendre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pas du tout, madame, je dois vous dire que ce que Moïse a fait, c'est ça la démocratie. Il ne faut pas tout couvrir, puisque nous devons nous-mêmes aussi quand même nous regarder dans les yeux. Et ce que Moïse a dit, ce n'est pas différent de ce que le président Félix a dit. Le président Félix lui-même se plaignait du fonctionnement de la justice. Lui, le président de la République, il a même cité un cas comme un cas de Camère qui ferait un homme honnête, un homme intègre. Donc, ce que Moïse a dit, ce n'est pas différent de ce que Félix a dit, de ce que Bahati Modeste a dit. Au Parlement, au perchoir, vous avez suivi à l'ouverture, à la rentrée parlementaire, ce que Bahati Modeste a dit, qui est aussi un pilier de l'Union Sacrée. Donc, c'est ça le langage franc. Parce qu'il ne faudrait pas seulement nous couvrir, même si c'est noir, vous dites non, ce n'est pas noir, c'est blanc. Non. Moi, je crois qu'il faudrait d'ailleurs encourager ce genre de vision des leaders qui ne disent que des vérités. Puisque nous sommes dans la majorité aujourd'hui. Vous savez, parfois les pouvoirs enivrent, madame. Comme on dit, l'ivresse, je me rappelle, honorable Kazadi Peter, aimait toujours bien dire l'ivresse du lait. Lorsqu'on est au pouvoir, on ne voit plus ce qui se passe à côté de vous ou autour de vous. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des leaders de l'Union Sacrée qui voient ce qui se passe. C'est vrai, à l'Union Sacrée, je ne dois pas dire que tout est vraiment... se passe bien, non. Madame la Marquise, non. Nous avons aussi des problèmes et nous devons nous prêcher par l'exemple. Vous l'avez évoqué tantôt, le cas de la justice. Parlons de cette affaire Matata Ponyo. On parle d'un acharnement contre l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle vient déclarer recevable sa requête, mais non fondée. Les proches de Matata Ponyo crient haut et fort que la Cour constitutionnelle n'a pas qualité d'entendre l'ancien Premier ministre, le sénateur Augustin Matata. Mais d'abord, il faut dire que, vous savez, madame, moi je suis juriste de formation. Je ne dis pas que je suis le meilleur juriste. Mais lorsque je vois des collègues, parfois juristes, interpréter certaines décisions de justice ou certaines dispositions constitutionnelles, moi je me demande est-ce que nous avons été dans les mêmes universités ou pas. Aujourd'hui, la même Cour constitutionnelle a été saisie par les avocats conseils de Matata. Donc, ils ont reconnu la Cour. La personne, les magistrats qui poursuivent Matata Ponyo, c'est le procureur général près de cette même cour-là. Et lorsque le procureur général vous poursuit, il poursuit en charge et en décharge. Et lorsqu'il fixe les dossiers, il ne peut les fixer qu'à la cour où il est attaché. Et pour les cas d'espèce, vous avez vu même pour l'affaire des organisations, Matata a été déchargé par le même procureur. Et là, on n'a rien dit. Là, on n'a rien dit, oui, c'est ça. On pouvait le poursuivre. C'est équitable. Oui, voilà, équitable. Mais pour les cas d'espèce, pour Bokangalonzo, et puis on parle de Matata, non. Il y a d'autres personnes aussi qui sont poursuivies par le procureur et dont même leurs mandats ont été aussi levés au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a même d'autres qui n'ont pas de fonction. Il y aura un grand procès. Je vous dis, il y a une dizaine de personnes
qui ont été aujourd'hui dont les dossiers ont été fixés à la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas que Matata. Et puis pour le cas de Matata, particulièrement, puisque si Matata avait collaboré avec le procureur général, comme dans les dossiers des arrestations, peut-être Matata serait aussi déchargé, mais Matata n'a pas voulu collaborer. Il n'a pas voulu collaborer. Et lorsque vous ne collaborez pas, le procureur ne se fie que si les dossiers, les preuves qu'il a. Or, les preuves que le procureur général a aujourd'hui incriminent Matata. La plupart, presque tous les autres prévenus aujourd'hui, qui sont déférés devant la Cour constitutionnelle, tous se sont déchargés sur Matata, qu'il était Premier ministre. Et même son collaborateur de l'époque, qui était ministre délégué, et l'ancien DG du FPI, lui aussi il a dit, ce n'était pas moi je n'étais que ministre délégué, mais c'est le Premier ministre qui faisait fonction de ministre des Finances. Donc, alors, comment ils vont vérifier ça si Matata ne donne pas sa déposition? Donc Matata lui-même, moi je crois, il s'est lui-même rendu la vie difficile. Et il ne s'est pas rendu la vie difficile. Oui, compliqué, puisqu'il ne s'est pas lui-même inspiré du cas de la réalisation où il a été déchargé. Oui. Professeur Willy Michiki, aujourd'hui, c'est un constat. Chaque fois qu'on met la main, la justice met la main sur un politique, directement sa famille politique, ses proches, crient à un acharnement. Bon, c'est malheureux puisqu'il faut d'abord faire une nette distinction entre la politique et la justice. Et il y a un principe ici, sacro-saint, c'est l'indépendance de la justice. Est-ce que la justice congolaise est indépendante? Non, c'est-à-dire que malheureusement, madame, la justice, c'est une institution à part et nous devons vivre avec comme ça. Mais le chef de l'État lui-même, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, et les magistrats suprêmes, c'est déjà plein. Et je crois qu'au moment où nous sommes en train de tenir cette émission, je peux vous dire qu'au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il y a eu beaucoup de demandes adressées à certains magistrats verrés, et il y a eu même des sanctions. On n'a pas de très peu, mais je vous dis, il y a beaucoup de magistrats. Des sanctions. Il y a même des sanctions, il y a même des magistrats aujourd'hui qui ne prestent plus. On en parle très peu, et bientôt ici, on va convoquer l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, où il y aura beaucoup de réformes qui vont être opérées. Et puisqu'on a maintenant un nouveau président... Nous parlons de la justice. La semaine, un cadre du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Eteni Longondo, qui était aux arrêts, ancien ministre de la Santé, a bénéficié de sa liberté provisoire. Mais il y a certains politiques en prison, notamment Jacques Ndala, un cadre de Ensemble. Il y a Vital Kamerhe, qui ont plusieurs fois tenté d'obtenir une liberté provisoire. Et c'est là, ils n'ont pas reçu cette liberté provisoire. Curieusement, il n'y a que ce proche, ce cadre de l'UDPS qui a eu sa liberté provisoire. Peut-on parler aujourd'hui d'une justice à double vitesse? Non, je ne pense pas. D'abord, il faudrait que les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent comprennent le fonctionnement de la justice. Tous les cas ne sont pas les mêmes, madame. Pour le cas d'espèce de Eteni Longondo, il était un prévenu. Et pour ce cas-là, c'est son magistrat instructeur. Nous sommes dans une phase pré-juridictionnelle. Les magistrats apprécient s'il est fait. Il aurait été malade. Lorsqu'on est malade, moi j'ai été plusieurs fois en justice, madame, pour des faits politiques, malheureusement. En 2018. Andolo, où Kabila a dit que je l'avais arrêté. Je me rappelle là, j'ai même fait semblant d'être malade. Vous avez fait semblant? Bien sûr, ça on le fait. Ah bon? Donc quand vous êtes en prison pour fabriquer des maladies? Bien sûr, j'ai même fabriqué des faux rapports. Qui dit qu'il a été empoisonné et veut aller à l'extérieur du pays pour prendre des soins. Non, bon, pour le cas là, bon, je n'ai pas encore fini pour le cas de Longondo. Je vais y revenir. Mais pour le cas de Longondo, c'est son magistrat instituteur qui peut apprécier. S'il a porté des preuves qu'il était réellement malade, on peut lui donner l'occasion peut-être. Et puis, une liberté provisoire n'est pas une libération. Mais provisoire en RDC, ça devient une liberté. Hein. Bon, malheureusement, mais... Chibala qui était sorti comme qui avait obtenu sa liberté provisoire, mais il est devenu Premier ministre en RDC. Tout est possible. Là, pour le cas de Chibala, je peux même le confirmer parce que j'étais impliqué moi-même dans sa libération
provisoire avec l'ancien ministre Dr Félix Kabange Numbi. Il sait de quoi je parle. C'est vrai que Tchibala, jusqu'à aujourd'hui, au moment où nous parlons, il est en liberté provisoire. Mais c'était une arrestation politique. En politique, on comprend. Mais donc on peut dire aussi avec Etienne Longondo, c'était une arrestation politique. Non, Etienne Longondo, ce n'est pas, il s'agit d'un détournement. Je crois que l'IGF avait présenté un rapport. Un détournement maquillé sur une casquette politique, voilà pourquoi il a obtenu sa liberté provisoire. Non, la liberté provisoire ne signifie pas qu'il est liberté, c'est pour des raisons de santé. Selon les informations à ma possession, les conditions dans lesquelles il vivait à la prison de Makala ne lui permettaient pas de continuer les soins médicaux. Oui, mais Jacques Ndala, malheureusement, pour son cas, je l'aime bien, mais lui, il est condamné. Mais même s'il est condamné, on peut peut-être aussi envisager un encadrement dans un centre hospitalier. Je prends le cas de mon ami Eugène Diomi Dongala. J'étais parti les visiter en face de l'IFTA, à la polyclinique. Mais il est resté là-bas depuis longtemps, alors que c'était un opposant farouche. Le cas de Matata Pogno aujourd'hui, Matata Pogno, il est à résidence surveillée. Mais il est malade. Oui, non, moi je dis même son cas aujourd'hui, lui, il est à résidence surveillée chez lui. Mais on n'en parlait pas, il est à résidence surveillée. Donc ça dépend des cas, c'est les magistrats qui apprécient. Donc moi je crois qu'on ne devait pas en faire. S'il était libéré, et puis en plus, le dossier d'Etienne Longondo n'est pas encore fixé. Au cours des tribunaux, pas encore. Donc, moi je crois qu'il ne faut pas seulement voir. Son malheur, lui seulement, c'est de faire partie de la famille politique du chef de l'État. Puisqu'il a les mêmes bénéfices que Etienne Longondo a eu, Matata Pogno aussi, l'a eu aussi. Mais on parle que d'Etienne Longondo. C'est parce qu'il est membre. Non, c'est seulement puisqu'il est son malheur, seulement fait d'être de l'IDPS. C'est tout. C'est un malheur. C'est tout. Donc on politise tout ici dans ce pays. C'est ce qui est malheureux. On veut tout politiser. Alors qu'il paraît, d'après les rapports médicaux, que son cas était sérieux. Puisque moi, je vous dis, j'étais en prison aussi, en Dolo, prison militaire. Vous avez fabriqué votre maladie. Oui, moi j'ai fabriqué, j'ai même mis des comprimés pour faire sortir du sang et c'était grave. Ah bon? Le général Pondé, l'ancien auditeur général, est venu avec une équipe de la présidence et tout ça pour venir faire le constat à la prison pour moi. Pondé, le général Pondé, oui. Donc c'est pour dire que nous le faisons, on connaît tous ces petits jeux qu'on fait pour être libre. Voilà, et là la population doit comprendre qu'on doit faire très attention avec les politiques en RDC qui sont capables de tout pour les intérêts personnels. Ah bon, tout à fait, je le confirme. Madame, Messieurs, prenons ce dernier dossier de cette rétrospective de la semaine. La Mouka dans la rue le 29 septembre. Voilà, 29 septembre prochain, on en parle. Le Présidium déplore le manque de patriotisme et d'éthique qui s'est traduit par la violence extrême démontrée par les policiers, secondés par des milices expressément formées et commises pour réprimer toutes les activités de force de résistance. Ces violences délibérées ne doivent en aucun cas rester impunies. Et le Présidium exige qu'une enquête neutre soit diligentée pour déterminer les responsabilités à tous les niveaux, de sorte que les auteurs, co-auteurs et les commanditaires de cette barbarie répondent de leurs actes devant les tribunaux. La Mouka annonce solennellement qu'il organisera une autre marche le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celle du 15 septembre.
Les propos de Martin Fayoulou contre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors de la marche de l'opposition organisée le 15 septembre dernier, a indigné l'opinion. L'analyste politique Michael Mpoi Ilunga hausse les tons quant à ceux. À cet effet, il a fait savoir qu'une plainte sera déposée incessamment contre les leaders de la plateforme Lamuka. Martin Fayoulou, que je respecte beaucoup, peut avoir un problème personnel avec le chef de l'État. Moi, je crois qu'en opposition, il faudrait plus parler de la gestion de votre adversaire sur le plan politique, sur le plan social, économique et tout. Mais lorsque M. Martin Fayoulou, qui s'est dit d'ailleurs disciple de Etienne Tshisekedi, sortit des propos pareils, en tout cas, et ça ce n'est plus l'opposition, c'est une atteinte à la personnalité. Il faudrait savoir, on doit relever un sujet. Le chef de l'État a une famille, a une femme et ses enfants. Dire ces propos que moi je ne saurais pas dire, c'est toucher à sa personnalité. Et déjà, il y a une commission qui est en train de travailler sur ça. Nous allons porter plainte parce que ça, c'est offenser l'institution président de la République, qui est une infraction. Je pense que nous devons nous limiter dans la gestion. Il a plein droit de faire sa marche, de dire tout ce qu'il peut dire par rapport à la gestion du chef de l'État. Mais toucher à la vie privée, ça c'est vraiment une infraction. Cet acteur politique condamne également la bavure policière qu'a subi le journaliste Patient Ligodi lors de cette manifestation. La menace de votre confrère, là je n'ai pas vraiment apprécié. Et déjà, j'ai entendu l'intervention de monsieur le ministre. Ça prouve que nous sommes maintenant dans un état de droit parce qu'avant, quand vous sortez pour faire les manifestations, peut-être vous ne rentrez pas chez vous. Mais aujourd'hui, il y a quand même des gens qui sont touchés et le gouvernement prend en charge. Rappelons que cette marche avait pour objectif de dire non au glissement et à la dépolitisation de la centrale électorale. Professeur Willy Michiki, vous êtes président du parti politique UNANA qui est aujourd'hui dans AFDCA. Que répondez-vous à certaines personnes qui estiment que vous êtes conservateur des actes de diversion? À chaque rendez-vous que l'opposition projette une marche, vous organisez également une marche parallèle? Non, d'abord, il faut dire que je l'ai dit aussi à Martin lui-même et à d'autres collaborateurs que je l'ai rapporté des preuves que ce n'est pas question nous de faire des contre-marches, pas du tout. Lorsque vous posez la question aujourd'hui à l'hôtel de ville, ils vous diront que l'INANA, qui est parti de l'Union Sacrée, avait saisi l'hôtel de ville en date du 5 juillet. Nous avons la correspondance. Et finalement, qui dit vrai? Mais c'est ça, moi j'ai dit, mais ce n'est que d'ailleurs, lorsque nous avons saisi la deuxième fois l'hôtel de ville, je crois que c'était le 28 août, que nous avons réveillé, lorsqu'on a publié notre correspondance dans les réseaux sociaux. Alors c'est à ce moment-là que la Mouka et les Bandundu s'est réveillés, ils se sont précipités à saisir l'hôtel de ville le 2 septembre. Nous sommes dans un régime informationnel, d'accord, et même c'est très grave, les gens interprètent à tort et à travers l'article 26 de la Constitution. C'est vrai qu'on est dans un régime informationnel, mais il y a une loi qui régit les manifestations publiques dans ce pays, et lorsque vous saisissez l'autorité compétente, il appartient à l'autorité d'apprécier sa capacité de vous sécuriser. Par exemple, vous pouvez... Est-ce que là vous êtes en train de dire que c'est la Mouka qui vous a suivi parce qu'on avait l'impression que c'était à la même date? Tout à fait, la Mouka nous a suivis puisque nous sommes la majorité parlementaire. La rentrée parlementaire coïncidait avec, c'était un événement pour nous, le 15. Nous avons dit... D'habitude, les partis politiques accompagnent leurs membres à la chambre basse du Parlement. Tout à fait, et surtout la majorité au pouvoir. Et en plus, comme nous avons dit, comme c'était une session essentiellement budgétaire, nous avons voulu interpeller les warriors du Parlement pour leur dire que nous voulons un budget. Et d'ailleurs, nous l'avons dit même dans notre lettre adressée au gouverneur, on veut un budget de minimum 10 milliards de dollars. J'ai écrit ça, j'ai chiffre 10 milliards, et les warriors nous ont répondu favorablement en allant même légèrement au-delà. La marche de la Mouka du 15 septembre dernier a été empêchée
et certains combattants, où on a même vu Martin Fayulu lui-même qui a été presque traumatisé par les éléments de la police, et de l'autre côté nous avons vu également certains journalistes qui ont été agressés. Est-ce que nous pouvons dire que le régime de Félix-Antoine Tshisekedi que vous êtes en train de soutenir hérite petit à petit des actes que posait l'ancien régime de Joseph Kabila? Non, madame. D'abord, nous devons dire que, vous savez, moi j'ai vécu longtemps en exil, à l'étranger. J'ai participé à beaucoup de matchs. Je vous dis, on ne connaît pas de bavure ici. Moi j'ai failli même perdre un œil gauche à Montréal dans une manifestation. La police est venue avec comme ça. À Bruxelles, on a failli me casser les dos. La police, et des manifestations autorisées. Je dis bien autorisées, puisque ici, ce n'était même pas autorisé. Non. Les bavures qu'on a connues aux États-Unis, est-ce que vraiment on peut même comparer ça ici? Mais ça, c'est de la blague. Lui, Martin, on a fait, puisque Mouzouito était dans la Kabylie, avec Martin, on a fait des manifestations. À chaque fois, Martin, les yeux là gonflés comme ça. Vous avez vu Martin le lendemain, mais il est bien. On a pas enregistré et en plus, c'est la première fois. Il est escorté par la police dans son véhicule et nous, on nous ligotait comme ça, on nous met dans les jeeps de la police, dans ce régime de Kabila. Martin doit être un homme heureux. Et en plus, c'est ce que je vais dire, madame. Puisque nous... Est-ce que la démarche, on y va avec des véhicules? Non, justement, pour les cas d'espèce, moi je donne un témoignage. Il y a une journaliste d'une presse internationale, une étrangère, qui m'a appelé. Il me dit, monsieur Micheki, vous êtes où? Moi je dis, je suis en train de faire la ronde. Nous sommes au niveau du pont Matete. Elle me dit, non, puisque monsieur Fayulu vient de nous appeler, il est dans sa jeep, il paraît qu'il va vers quartier 3, à Tchango, pour que nous puissions les filmer. Donc c'est vous qui appelez les journalistes à vous filmer. Et justement, lorsque vous... Ah, Martin Fayulu a appelé les journalistes. C'est lui qui appelait les journalistes, la presse internationale, je dis bien. Donc c'était juste, il voulait juste créer une altercation avec la police. Mais pourquoi lui, il choisit toujours Tchango pour commencer? Non, vous savez, Tchango, c'est le milieu le plus... peuplé d'ici, c'est facile. N'importe quel homme impopulaire, même vous, madame, vous pouvez faire une marche, un meeting à Tchango, puisque déjà là-bas, il y a un trafic. Et il a choisi quoi? Les heures de pointe. Le matin, 9h, 10h, quand il y a beaucoup de gens là en circulation, il quitte dans sa voiture, il se bat, il y a des embouteillages, les gens, les curieux viennent, on les filme, et pendant 2 minutes, la police les prend, je filme. Non, lui, Martin, a fait les marches avec moi. Avec les Franck Diongo ici, les Félix Tshisekedi. Mais quand nous on faisait des marches dans cette ville, on n'appelait pas les gens, les marches venaient de partout. La dernière marche qu'on a faite ensemble avec Martin, moi je m'occupais de Lukunga. Et comme Martin habite à Lukunga, je me rappelle la veille, nous avons été à Fadenhouse. Mais moi je m'occupais de tous les départs. Et la convergence c'était où? C'était le point de la place triomphale. Lorsqu'on fait des marches, on appelle parce que pourquoi nous avons reporté notre autre marche, mais on a mobilisé 80 000 jeunes qui avaient comme mission de face. Parce que nous connaissons faire des contre-marches, madame. Puisqu'on a réussi les marches, nous pouvons aussi réussir les contre-marches. C'est pourquoi moi je dis ici, comme je l'ai dit ici, c'est important. Comme la Mouka, El Bandounou, fait sa marche le 29, je ne ferai même pas. Puisque nous, cette date-là ne nous concerne pas, nous n'allons même plus mettre les 80 000. C'est parce qu'on vous a interpellé que vous avez décidé de lâcher. Hein? Non, je n'ai pas lâché. Moi, j'ai fait mon travail, ça a réussi. Les Quinois ont répondu favorablement à notre appel. La rentrée parlementaire a été une réussite. Les Quinois ont dit, et les Quinoises, que nous voulons aller aux élections dans les délais constitutionnels, nous soutenons la loi électorale, nous soutenons les élections de la République. C'est comme ça que les Fayulu ont échoué. Ils ont échoué lamentablement. Comme d'autres politiciens... Et se sont livrés à des injures, puisqu'ils, comme on dit en français, il a pété les plans. Je devais y arriver. Est-ce que comme d'autres politiques, vous pensez que Martin Fayulu a fait des excès de langage dans ses différentes interventions lors de sa marche organisée le 15 septembre dernier? Franchement, je n'ai pas reconnu Martin. D'abord, Martin, c'est un garçon qui est issu d'une très bonne éducation. C'est un bon intellectuel. Je n'ai pas reconnu Martin Fayulu, avec qui nous avons fait l'opposition, pour qui j'ai bâti campagne au Nord Kivu, comme j'étais dans la Mouka. Je n'ai pas reconnu l'homme. C'est vrai, nous tous. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? On peut péter les plombs. Parce que vous n'êtes pas la première personne à faire ce constat. Non, vous savez, je suis humain, c'était un coup dur. Je crois que c'est l'échec le plus cuisant que Martin a connu dans sa vie politique. Et je crois peut-être il peut même quand tu parles de la marche du 29, je ne crois pas. Il peut faire un meeting. C'est facile, madame. Faire une marche dans une ville
de 15 millions d'habitants comme Kinshasa. Ce n'est pas facile, madame. Même nous, avec 80 000 jeunes, on était même plus nombreux que la police. D'ailleurs, moi j'ai dit même aux autorités rebelles, mais vous n'avez pas besoin d'appeler la police. Nous-mêmes, avec mes 80 000 jeunes, on peut faire la sécurité de la ville de Kinshasa parce qu'on ne vous voyait pas, presque pas dans la ville. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, lorsque Martin descend plus bas, et ce qui est grave, et je demande à Martin, qui est bien élevé, sincèrement, de présenter des excuses publiques à notre police. Parce que la police, c'est un corps. Il y a des personnes qui ont déjà porté plainte contre lui. Même lui, s'il accédait à la magistrature suprême demain ou à une autre fonction importante, il va utiliser la même police. Elle peut avoir des brebis galaises, mais injurier la police de votre pays, c'est... Moi, je dis, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. La session de septembre va également revenir sur les réformes et puis la loi électorale, consensus, autre commission électorale nationale indépendante. Est-ce que peut-on nous attendre à des élections en 2023 dès lors qu'aujourd'hui plusieurs parties prenantes à ces élections, notamment la MOUCA, FCC, même ensemble, conditionnent l'envoi de leurs membres au sein de la commission électorale nationale indépendante par des consensus trouvés? Non, madame, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'une partie de la classe politique de nous amener vers un dialogue. Et le dialogue, naturellement, comme vous le savez très bien, nous amènerait vers un glissement. Et c'est une stratégie, je dois confesser ici, que nous avions tous à l'époque quand nous étions dans la MOUCA. Dans la MOUCA, à l'époque de la coalition FCC Cash, notre stratégie était d'utiliser le plan de sortie de crise de Martin pour que nous puissions bloquer le processus électoral et aller vers un glissement. Alors, maintenant, le glissement va profiter à qui? Oui, à l'actuel régime? Non, justement, le glissement profiterait à ce que tout le monde participe à la gestion de la chose publique. Et entre-temps, tu sais qu'il restera au pouvoir. Il restera au pouvoir, mais Martin Fayoulou Mouzito viendrait aussi, et aura aussi une partie de pouvoir. Et puisqu'ils se disent que nous, à l'époque, à la MOUCA, nous nous disions, nous ne pouvions pas accompagner la coalition FCC Cash aux élections. Il faut créer des stratagèmes, tout ça, pour que les élections ne puissent pas avoir lieu. C'est la même stratégie aujourd'hui que les amis de la MOUCA et le bande nous sont en train d'utiliser. Exactement. Quand vous voyez aujourd'hui, le décor est planté pour aller vers l'inglissement. Mais nous, à l'Union Sacrée, nous disons, mais nous sommes en position de force. Surtout avec... Et déjà, vous avez annoncé le soutien de la candidature du président de la République lors des prochaines élections. Et pourquoi aller vite en besogne? Mais non, puisque vous savez, notre autorité morale est modeste. C'est un monsieur qui a toujours été loyal et fidèle. Il a dit que nous n'avons que deux candidatures annoncées. Celle de Félix Tshisekedi et celle de Fayoulou. Nous optons pour Tshisekedi, non seulement puisque Tshisekedi à l'Union Sacrée, il a sacrifié ses 3 ans de mandat qui lui restait pour partager avec nous. Et en plus, un monsieur qui a une vision. Il a fait longtemps dans l'opposition et l'AFDC allié étant ici de la société civile, se sent plus proche des leaders. Le NIP déjà annonce l'organisation du recensement. Est-ce que vous pensez que le temps qui reste pour 2023 vont permettre à la RDC de donner à chaque Congolais sa carte? Oui, on ira au-delà de 2023. Non, madame, d'après les études que nous avons faites déjà aujourd'hui à l'AFDC allié, il est possible d'organiser les opérations d'identification et de recensement des Congolais, qui est une opération tout à fait technique et administrative, et avoir toutes les données d'ici fin mars 2023 et donner aux Congolais leur carte d'identité. Et cela va avoir comme impact positif, c'est que ça va nous épargner de revisiter le fichier électoral aujourd'hui qui est devenu obsolète, corrompu et dépassé. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est les partis politiques membres de l'Union Sacrée de la Nation font confiance à la loi électorale et disent que c'est la meilleure loi d'ailleurs que la RDC puisse avoir depuis qu'il existe cette histoire des élections et autres. Mais que faut-il aujourd'hui faire passer dès lors que nous voyons les autres partis, notamment les partis politiques de Ensemble, de la MOUCA, qui n'ont pas foi en cette loi, et certaines confessions religieuses, notamment les CC et la SENCO. Que faut-il faire pour que la RDC puisse avoir des élections crédibles et apaisées en 2023, mais surtout mettre tout le monde d'accord? Non, il faut d'abord éviter, madame, l'amalgame, c'est que toutes les partis, à part la MOUCA et Mpangi Nabeto, qui s'opposent à cette loi électorale. D'ailleurs, c'est une des divergences entre eux et les autres partis de l'opposition.
les confessions religieuses, toutes les 8 sont d'accord avec la loi organique actuelle. C'est la SEMCO. Oui, même non, la loi ne pose pas de problème. Pour eux, ça pose également des problèmes. Non, non. Parce qu'on n'arrive toujours pas à dépolitiser cette loi. J'ai reçu sur ces plateaux le porte-parole de l'ICC. Je peux vous dire aujourd'hui, madame, que la dépolitisation de la CENI passe par la présence des politiques au sein de cette centrale électorale. Pourquoi j'ai dit ça? Regardez les 3 cycles électoraux que nous avons connus. C'était le fiasco. Mais qui ont donné les présidents de ces centrales électorales? Mais ce sont les confessions religieuses. D'ailleurs, c'est sûrement l'église catholique, l'église protestante, l'église méthodiste qui ont donné de présidents de ces centrales électorales durant les 3 cycles électoraux ne devraient même pas avoir les kilos de parler. Par élégance. Ils ne se reconnaissent pas dans ça. Non, non, puisque c'est quand vous donnez un candidat, vous l'endossez et vous acceptez la responsabilité. Malou Malou, c'était qui? C'était les catholiques. Mais pas porté par les catholiques eux-mêmes. Oui, justement. Mais Molunda, ce sont les églises méthodistes. Et Nanga, elles sont les protestants. Et STCA en particulier. Alors, quel a été le résultat? En principe, ces 3 confessions religieuses devaient avoir aujourd'hui l'élégance politique, pour ne pas parler des sens d'honneur, de pouvoir se retirer et donner la chance à d'autres confessions. Nous leur avons confiance et nous leur avons fait confiance, mais les poulets, les candidats qui nous ont donnés ont déçu la nation congolaise. C'est pourquoi je demande aujourd'hui, madame, à ce que pour la première fois nous puissions expérimenter un autre cas de figure où les confessions religieuses ne se mettent pas d'accord. Puisqu'à chaque fois qu'ils se mettaient d'accord, toutes les 8, les résultats étaient mauvais. C'est pourquoi nous pensons que cette fois-ci, comme on va appliquer la loi, on aura un meilleur président de la CENI et on aura une bonne CENI. Et les législateurs, pour chiter, ont mis de garde-fou. Vous êtes désigné membre de la CENI, vous coupez votre cordon ombilical à votre parti politique ou à votre association et en plus... Est-ce que ça sera le cas? Oui, justement, parce que ce que nous avons connu dans le passé, madame, avec l'IDPF qui réclamait le remplacement du rapporteur à la CENI, comme le cas avec la CENI passée, on ne reverra plus ça jamais. Lorsque Jean-Pierre Bemba demandait à Njoli de ne pas apposer sa signature sur le procès verbal, on ne reverra plus ça. La CENI sera réellement apolitique. Donc si on vous comprend bien, ce sera votre mot de la fin, si on vous comprend bien, vous êtes donc déterminé à faire le forcing comme l'ancien régime. Madame, ce n'est pas le forcing, c'est l'application des tests. Moi, Willy Michik, je me suis battu toute ma vie pour le respect de la Constitution, pour le respect des lois. Et nous avons dit en Bosso Kodiaké, avant les 30, puisque les élections, c'est le temps, madame. Il nous faut 715 jours pour organiser de bonnes élections à partir de la mise en place du bureau. Donc, Bosso doit nous donner le bureau avant les 30. De ce mois, nous devons avoir les bureaux. Il doit envoyer, puisque la commission paritaire a déjà fait son travail, le rapport est sur sa table. Pourquoi il traîne pour convoquer la plénière en vue, puisque c'est à la plénière que reviendra le dernier mot, qu'on envoie ces noms au chef de l'État. Nous, l'AFDC allié, nous avons fait notre part. On a désigné une... Il n'y a que les partis de l'Union Sacrée qui ont fait leur part. Non, non, même je vous dis, même les cendres de FCC, qu'on peut appeler aujourd'hui PPRD alliés, ont donné aussi leur candidature. Il y a beaucoup de vérité, madame, ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Vous avez oublié de dire quelque chose? Non, je voudrais seulement rassurer les Congolais que les élections auront bel et bien lieu dans les délais constitutionnels et que le chef de l'État et sa coalition de l'Union Sacrée, nous sommes déterminés à donner aux Congolais les meilleures élections qu'ils n'ont jamais connues. Willy Michiki, professeur de son état, président de l'UNANA et porte-parole de l'AFDCA du professeur Modeste Bahati, était bien notre invité de ce dimanche. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Merci à vous, madame, messieurs, de votre fidélité à Congo Web Télévision, votre fidélité à votre magazine Info 7. Merci de vos réactions, de vos propositions, de suggestions qui sont toujours les bienvenues chez nous. Nous l'avions toujours dit, Info 7, l'émission de Congo Web Télévision, Info 7, votre émission, Info 7, notre émission, bien sûr. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.